dirais que le contact doit presque se faire en amont. Le chirurgien, il sait opérer, mais il manie mal les hormones. Ce sont des patients qui doivent être pris en charge en équipe multidisciplinaire, où les talents médicaux et les talents chirurgicaux se complètent et parlent de leurs propres difficultés pour arriver à récupérer une cavité utérine, en tout cas un endomètre de qualité. Le bilan endométrial préopératoire est nécessaire, le bilan endométrial post-opératoire l'est aussi, le traitement médical à proposer à ces patientes doit se faire en accord entre l'équipe médicale et l'équipe chirurgicale. Lorsque la synéchie a été traitée, reproposer une hystéroscopie de diagnostic 6 mois plus tard, lorsqu'il n'y a pas eu de grossesse, n'est pas un luxe. Ça peut au moins s'assurer dans les synéchies de grade 2, 3, 4, ni les toutes simples, ni les très complexes, qu'il n'y a pas une récidive locale. Pour les patientes qui ont eu une prise en charge de synéchie, je pense que la multidisciplinarité, elle doit être là finalement, soit avant même la prise en charge de la synéchie, soit juste après. Parce que sur la fertilité, c'est un phénomène quand même complexe qui prend en compte avant tout l'âge de la femme. C'est une grande injustice, hein. On peut être papa jusqu'à des âges canoniques, on peut être maman malheureusement jusqu'à un âge qui est beaucoup moins important. Et les patients ne se rendent pas forcément compte que dès 35 ans, ça se dégrade. Et quand on regarde les fertilités dans les 4 années qui suivent le désir de grossesse, hein, quand on a 30 ans, globalement 95% des patientes auront un bébé dans les 4 ans. Quand on en a 40, on n'a plus que 60% des femmes. Donc on a entre 30 et 40% des femmes qui n'auront pas de bébé. Et puis quand on arrive à 45 ans, c'est qu'ils n'auront pas de bébé tout court. Si c'est une synéchie post-fausse couche d'une grossesse qui est arrivée à 30 ans, un mois après l'arrêt de pilule, là effectivement, l'intervention chirurgicale, le contrôle 4 à 6 semaines après doivent suffire à restaurer la fertilité et il n'y a pas de souci. Quand on arrive au-delà de 35 ans, combien de temps on va laisser à la patiente pour essayer d'obtenir la grossesse? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont pu influencer son risque de fausse couche, par exemple, qui peuvent être pris en compte en amont de ces nouveaux essais? Oui, ça me paraît nécessaire et plus tôt c'est mis en place, plus la stratégie sera lisible pour la patiente et plus ça sera rassurant pour elle de savoir qu'elle n'est pas lâchée dans la nature en croisant les doigts que la prochaine grossesse arrive rapidement. On a nos paramètres généraux de leur fécondité qui vont être la réserve ovarienne, le statut tubaire sous-jacent, de si la synéchie concernait les trompes, les ostiums ou pas, et la situation masculine. Cela étant considéré comme normal en base, effectivement on va surveiller dès les cycles qui vont suivre que l'endomètre a bien récupéré. Parce qu'après une cure de synéchie, on peut avoir récupéré une cavité qui est libre de toute synéchie, mais un endomètre qui n'a pas récupéré toutes ses compétences pour pouvoir bien permettre une nouvelle implantation. Et qu'à ce moment-là, la prise en charge en particulier hormonale, même chez les femmes qui ovulent bien, va aider cet endomètre à bien cicatriser et à récupérer toute sa compétence. En ce qui concerne la prise en charge de l'endomètre, en fait, c'est une question qui est compliquée parce qu'effectivement, il y a plusieurs pathologies qui vont être responsables de notre problématique endométriale. Quand on est dans le post-cure de synéchie, on a une cavité normale, il n'y a plus de synéchie, mais malgré tout, on a un endomètre qui reste fin. On essaye bien sûr en premier lieu les œstrogènes parce que ça reste quand même ce qui va nourrir l'endomètre et ce qui a montré une certaine efficacité, mais ça ne suffit pas toujours. Nos échecs, en particulier en aide médicale à la procréation, c'est avant tout l'embryon. Quand on regarde les résultats des pays qui testent les embryons sur le plan chromosomique avant de faire des transferts embryonnaires, on s'aperçoit que globalement, 85% quand on a autour de 35 ans, des embryons vont être aneuploïdes, c'est-à-dire avec un nombre anormal de chromosomes. Donc vous pouvez avoir un endomètre parfait ou catastrophique, si de toute façon en face vous avez un embryon incompétent, jamais il s'implantera et ce n'est pas de la faute de l'endomètre. On l'évalue donc en hystéroscopie, en échographie sur son épaisseur, sa vascularisation. Et quand on ne répond pas aux critères qu'on considère comme étant normal, on considère un endomètre normal quand il s'épaissit assez en période
préovulatoire, qui est le moment de l'évaluation. Alors, la littérature s'accorde qu'un endomètre de bonne qualité, c'est un endomètre qui fait plus de 7 mm. Il y a certains papiers qui vont jusqu'à 8,5. Maintenant, il est clair qu'on a des endomètres qui sont implantables dès 5 mm. C'est un aspect qualitatif aussi qui compte beaucoup. Ça, c'est un aspect échographique où on va avoir cet aspect, ce qu'on appelle en triple ligne ou de type 1, qui vont dire qu'on a un endomètre qui est imprégné et qui est capable d'accrocher un embryon, et ce, même sur des épaisseurs endométriales qui ne sont pas très élevées.